English? Okay, you said you want to score for you. Et est-ce que la rumeur est vraie que vous faisiez leur lit au centre de formation, là, vous les petits, là? Vous disiez quoi? Vous faisiez le lit des grands Sénégalais, là. Que j'ai officiellement signé mon contrat hier, donc on reste à Atlanta. On est formé par le football. Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Très bien accompagné. On va vous raconter pourquoi, comment ça s'est passé. Parce que là, on n'est pas à notre premier coup d'essai. Donc, on dit la vérité ici. Parce qu'ici, on ne ment pas. Friandise, dans le vestiaire avec tes... Parle-nous. C'est comment, Ricky? Ça va ou quoi? Là, je suis puni dans ma chambre, tranquille, vu que la maison est occupée là par la famille. Donc là, je suis tranquille dans la chambre. J'ai fait genre, j'ai mis un peu de maillot derrière pour égayer un peu la pièce. Mais c'est que du bluff, hein. C'est que du bluff. Mais sinon, là, ça va, tranquille. Tout va bien. Comme d'hab, la routine, le quotidien. Vite Au fait, calme. c'est qui les maillots? Tu veux vraiment voir? Ah, Lourd, hein. Tu vois, j'ai peut-être j'ai pas pris moi. quelques-uns au hasard, mais c'est du lourd, hein. Il y a toujours du lourd dans la collection de friandises. Il y en a Tu vois ça? Adriano, Adriano, Bien ouais, sûr. ça, c'est son meilleur. Celui-là, on l'a quand même beaucoup vu. Ouais, c'est clair. Après, c'est les mêmes. Après, je sors sur les mêmes, hein. Non, mais tranquille. Ah, pas Mais tout. c'est un classique. Le maillot de l'Inter, il a fait rêver. Ah, mais déjà, et by the way, on t'a vu en train de parler avec Patou sur, tu vois, ce week-end. On t'a vu faire l'interview, tu vois, tu vois, je me suis dit, Ricky, Patrick Vieira, t'es là, tu l'interviews. C'était spécial. Je te cache pas qu'il y avait un peu d'émotion. Après, on est parti pour faire le boulot, mais il y avait quand même un peu d'émotion, c'est vrai. Je te l'avoue. Il n'y a rien de mal à ça, hein. Il nous a fait rêver. Mais Tranquille. attendez, juste pour ceux qui nous écoutent, avant d'introduire notre invité du jour, qui est un mec super relou, euh, Quentin, il se la raconte, là, il est bien, là, il parle beaucoup, on n'a même pas donné la parole encore, il parle. Q, c'est comment? Parce que j'aurais t'as Internet. Ah, j'ai fait repousser les choses. J'ai été un boulet comme rarement. C'est vrai qu'on est 2 jours après la date d'enregistrement, mais effectivement, I delivered. I delivered et maintenant je suis tellement bien connecté que je sais exactement ce que notre invité va dire avant même qu'il l'ait dit, tu vois? Et ça, il faut savoir anticiper avec cette personne, il faut savoir s'organiser. Mais petit update du côté d'Atlanta, I put pen to paper, ça veut dire que j'ai officiellement signé mon contrat hier. Donc, on reste à Atlanta une année de plus. Il y a, et- Ouais, il y a les thunes qui vont rentrer. mais la symbolique, vraiment, c'est un truc de ouf. Je l'ai signé sur un DocuSign, en train de regarder ma fille s'entraîner. En MLS, c'est pas tu viens, tu signes le contrat devant. En fait, ici, tu signes tout en remote, tu vois. Et quand on est tombé d'accord, j'ai demandé au directeur, tu préfères que je le signe en live, vu que je suis à Atlanta, ou numériquement? Il a dit non, moi, je suis fan du numérique. Donc, faut même pas, tu sais, la traditionnelle signature, machin. Non, non, c'était DocuSign, tranquille. Donc, voilà, pour placer encore un peu plus dans le contexte de MLS. Mais ce n'est pas à propos de Il moi. y avait pas le maillot en mode comme ça, là. Bah, attends, on parle du maillot, là. Ah ouais, exact. Pas le maillot en joueur comme ça, Ouais, genre 2024. 2025, Ouais, 2024, tout ça, là. ouais, non, rien de tout Non, ça. c'est l'ancien maillot, mais Je t'ai dit, c'était signature numérique. Mais c'est pareil. C'est pareil.
le plaisir est là, on pousse encore un peu plus loin. J'ai appris de mes anciens. Il y a un ancien coéquipier et ami qui est là. Mais bon, dis-nous, Seb, ce qui se passe à London, avant que tu nous introduises ton grand du centre de formation. Enfin bref, voilà, il y a de la synergie dans cet invité. Alors, il y a beaucoup de synergie dans cet invité et en passant vite fait. Là, London, ça va. Il n'y a pas grand-chose à signaler. On vit, on travaille et c'est bien, on bouge. Mais franchement, si j'avais un truc vraiment important à raconter par rapport à London, je l'aurais fait. On est en plein projet, tu vois. C'est pour ça que je parle pas trop parce que j'ai plein de projets en tête et il faut les délivrer. Mais là, on est en mode, tu vois, en conception. Tu vois, il faut concevoir. Alors, bon, mesdames et mesdames, pour ceux qui nous écoutent, notre invité du jour, je sais même pas comment le décrire. Le L, ce qui a écrit L, nous on écrit nos noms, lui, il a mis L. C'est vraiment, en fait, comme il a dit Q, il y a une synergie entre nous trois. Ce gars-là, je vais même pas. Mesdames et messieurs, Ludovico Bragnac, s'il vous plaît. Le Elle. Il a attendu les 40 piges pour se donner un surnom un peu jeune, tu vois. Non, mais Monsieur Obraniak, Monsieur Obraniak. Ludo, ça va ou quoi? Eh ben, ça va très bien. C'est ce que j'appelle une association de malfaiteurs. La fine équipe. Non, la fine équipe. Non, putain. Si on m'avait dit que je me retrouverais là avec vous trois, eh ben dis donc. Tu vois, comme quoi tout arrive, hein, entre le centre de formation, la JOCR, Amazon et tout ce on va parler de plein de choses. Mais non, là, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ludo, il dit quoi? T'es où? Tu fais quoi? Tu vis où? Raconte-nous un peu, c'est quoi la vie de Ludo Obraniak en ce moment, en rapide. Je fais plein de choses, les amis. J'essaye de rester en vie. C'est pas simple. Quand on arrête ce métier, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Quentin, toi, t'es encore dedans. Mais bon, les deux autres zouaves, là, ils savent que pour émerger après ça, c'est pas si simple que ça. Donc, j'ai eu de la chance, moi, d'avoir le rebond tout de suite des médias et de la radio et de la télé. Ce qui m'a beaucoup plu parce que ça me permettait de rester visible et vous connaissez mon ego surdimensionné. Donc, du coup, on pouvait voir encore ma face, tu vois. Donc, c'était une certaine forme de reconnaissance encore. Et puis surtout, l'envie d'exister par le biais d'analyse parce que moi, aujourd'hui, certes, je m'épanouis dans ce truc-là, mais j'ai envie de revenir sur les bords de pelouse. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'ai fait le Dugos en management, mais j'ai pas encore fait Limoges. Mais c'est un truc que j'ai forcément dans la tête et c'est un projet futur. Mais bon, je crois que cette école-là, il faut la faire quand on est en poste. Le problème majeur aujourd'hui, c'est de trouver des postes et il y en a pas beaucoup. Donc, je sème un peu partout, à droite, à gauche. Et j'attends que ça pousse. Donc, en attendant, bah voilà, j'ai mon rôle de consultant avec Prime, avec l'équipe, la chaîne L'équipe. Et puis, j'ai d'autres projets. J'ai monté une boîte de conférenciers. Voilà. Il y a plein de projets comme ça, de droite et de gauche, qui émergent entre les deux. Mais le but ultime, c'est de revenir dans un club, évidemment. Soit avec un investisseur, soit rentrer dans une continuité des diplômes d'entraîneur. Pour tout te dire, je vis toujours à Lille. Donc, je passe une moitié de mon temps à Paris et puis une moitié de mon temps à Lille. C'est là que ma femme et mes enfants sont. Donc je voyage. Le globe trotteur de fin de carrière continue. Les voitures, les trucs. Et encore, là, ça va. Avant, j'étais entraîneur au Touquet. Donc, plus les diplômes à Clairefontaine. Donc, c'était compliqué. Je crois que Ricardo, il est en plein dedans, il me semble. Ouais, je commence tranquillement, ouais. Voilà, donc beaucoup d'activités, mais on n'est pas encore arrivé au but ultime. Et il est encore à Lille, le mec. Hein. Il n'a pas coupé le cordon avec l'année 2011. Hein. C'est un délire. Je viens d'apprendre que les DocuSign ont été paraphés, signés. Et moi, j'attends. En fait, dans mon staff, il y a Quentin pour entraîneur des gardiens. Donc, j'attends. Je prolonge le bail, tu vois. Moi, je l'attends comme entraîneur des gardiens et le gars re-signe. Il a une longévité différente de la nôtre, on va dire. Ludo, t'inquiète pas. Moi, je t'attends en tant que coach.
Voilà, il Non, touche à le terrain en MLS, t'inquiète pas. je lance une perche à Quentin. S'il y a des postes en MLS, je suis preneur. Je prends la famille et Ouais. on vient. Et ton niveau d'anglais, il est comment? Ça va. Hein. Ça va. Bah, j'y joue à l'étranger, Babas, quand même. Non, Donc, mais ça va. attends, ça veut Faut, pas dire faut un petit, faut un petit perfectionnement de 2 mois pour se remettre un peu à niveau, mais, non, mais mais Mieux ça, que le polonais, l'anglais ou c'est. c'est mort. Polonais, c'est mort, oublie. Ah ouais? J'ai essayé, mais vous regarderez, c'est la 4e langue quand même la plus dure à apprendre au monde. Et quand tu as 25 ans et que tu n'es plus une éponge et que tu joues tous les 3 jours la Coupe d'Europe et tout, c'est pas simple. J'ai essayé de m'y mettre, honnêtement. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais, Donc, on euh, est kurwa. mais, Kurwa macie. Kurwa mais, macie. kurwa match. Attends. To jest dobry mecz. Yes. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Ah, c'est pas Salut, beau. Villa Geste. Mamy, Ah, c'est pas beau. mamy dużo okazji i bieża jest lepiej. Dużo motywacja, dużo koncentracja. Jestem zadowolony. I Allez, teraz ja na allez. Właśnie. Cieszę się, że możemy po polsku porozmawiać. Syla. Postaram się troszeczkę wolniej. Chciałeś pewnie strzelić gola, żeby uczcić nowonarodzone dziecko. Okej. English? Okay. You said you want to score for your... Okay. You want to score for... You said you want to score for your newborn child. Stop. Mais tu te moques, mais au moins elle a essayé. Hein. Mais Ah, de attends, ouf. Respect. Non, mais là, on rigole parce que c'est le client, mais respect. Parce que c'est Là, j'étais en par cœur, les gars. Là, c'était Là, c'était en. J'avais fait un texte. J'étais en par cœur. Non, mais- Le gars, il t'a répondu en polonais, il a dit English. Lui-même, il a dit English. Il a dû voir le désarroi. Ah non, mais c'est pour ça qu'en fait, tu m'as tendu une perche. Je l'avais prévu, mais pour plus tard dans tu vois, dans l'épisode. Mais là, Oh, les salopards. Oh, les non, salopards. c'est parce que Il est fort, notre producteur. non, c'est parce que c'est Non, mais tu vois, comme quoi, toujours de bonne volonté, quoi, tu vois. On réussit pas toujours, mais on essaye. On essaye. voilà, c'est le mindset. Ça, c'est le bon mindset, ça. Non, mais c'est le bon mindset et j'ai envie d'un peu, allez, parce que tu es là et Ludo, aujourd'hui, quand je te vois, en fait, quand je pense à toi, quand je te vois à la télé, moi, à travers Ricky, Q et moi, je vois j'arrive à déceler 3 périodes de ta carrière, de ta vie, pardon, de ta vie, tu vois. Moi, aujourd'hui, je t'ai connu, tu étais grave jeune. Quand je suis arrivé au centre, tu étais déjà là. Je me rappelle quand tu gagnes la Gambardella. Et je me rappelle de plein de choses, tu vois, quand j'arrive au centre de formation et après, on a joué ensemble en pro, etc. Mais je t'ai connu très, très jeune, assez jeune, tu vois, en développement. Q, il t'a connu à une certaine période de ta carrière. Tu arrivais vers la fin, je pense. Vers la fin, tu vois. Hein? J'ai joué à Auxerre, moi, je me souviens plus. Je me souviens plus combien Mon cerveau n'a pas retenu cette période de l'histoire. Quentin pourra mieux la raconter que moi, je pense. Ok, Q pourra raconter cette période de ta carrière. Et qui dit Ricky, dit Prime Amazon et dit aujourd'hui, tu vois, qui dit vraiment aujourd'hui. Moi, je veux comment. Bon, je l'ai affronté aussi en pro aussi. Non, tu l'as affronté. Je veux dire, Bien sûr, Lilloise. Je l'ai affronté. tu l'as affronté. Maintenant, moi, je veux savoir vraiment, parce que dans ces 3 périodes de vie, aujourd'hui, je veux que tu y attaches maintenant ton analyse du football. Parce que nous, ici, on est un podcast QI Football. Le thème Ouais, principal, c'est le QI Football. Aujourd'hui, comment tu vois le QI Football de Ludo Obraniak quand il était à Metz? Et après de Metz, il est passé, tu vois, dans cette jeunesse. Et ça va être le fil rouge parce que je t'écoute parler et je kiffe tes interventions aujourd'hui. Je regarde l'équipe 21 beaucoup parce que quand tu es avec toi et Johan Mikou, c'est les 2 seuls joueurs avec Bernard Mendy de temps en temps. Mais voilà, c'est un autre niveau. Mais aujourd'hui, avec le recul, comment tu vois Ludo quand il était à Metz? Tu vois, c'est quoi? Qui est Ludo quand il est à Metz comparé à Ludo d'après? Je crois que le Ludo qui arrive à Metz, il est en quête d'un rêve ou de quelque chose qui a émergé très jeune, c'est de devenir footballeur pro chez lui, dans son fief, et de rendre fiers les gens autour de lui. C'était l'idée de base. Et
et je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu. Je crois pas avoir été celui qu'on tirait tout de suite, que ça soit en 15 ans, 17 ans, même ceux de la Gambardella, même en CFA après. Je crois pas qu'au centre de formation, je crois pas que mon nom était cité comme celui qui allait réussir, comme celui. Mais j'avais les dents qui rayaient le parquet, quoi. J'étais un dalleux, j'étais un besogneux. Et j'avais compris une chose en voyant les mecs du centre, parce que moi, je suis arrivé, je sais plus, j'avais 14. Alors, j'habitais à Metz, mais je savais que pour mon bien-être personnel, il fallait que je vive au centre, comme le mec qui est à l'internat. Et en fait, il y avait déjà des mecs qui étaient plus vieux que nous, qui vivaient là et qui étaient là. Donc, en fait, j'ai vu que ces mecs-là sortaient, fumaient. Enfin, voilà, c'était une période d'adolescence, en gros, où tu commençais à voir les premiers vices qui pouvaient te faire dériver du chemin. Et moi, ça m'a vachement aidé parce que en voyant ces mecs-là s'éteindre au fur et à mesure, j'ai compris que il fallait que je reste sur ma voie, en fait. Il fallait pas que je dérive. Donc, les sorties, les copines, la cigarette, l'alcool, tout ça, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, je savais que le retard pouvait se combler à ce moment-là. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Donc, je me suis mis à fond, à fond, à fond dedans. Et puis, j'ai eu la chance de tomber aussi sur Francis de Tadeo, que tu as connu, Babas. Papa de Tadeo, quand Voilà. il s'agit de Babas, ouais. Francis qui est un homme assez spécial. Je pense si on sortait les compiles des punchlines de Francis de Tadeo, mec, tu fais un livre. C'est le mec le plus drôle que j'ai jamais rencontré de ma vie. Ah, il allume comme jamais, best-seller, c'est sûr. Il y avait un mec qui était venu de Paname, s'appelait Grégory Carrel. Et son père, il appelait tous les jours au bureau, il comprenait pas pourquoi son fils il jouait pas tout le temps. Et donc, Francis, il dit ça. Il dit, ouais, mais ton père, il m'appelle tous les jours. Mon fils, c'est un génie. Mon fils, c'est un génie. Et moi, j'ai la lampe. Et j'ai beau frotter, il sera un génie. Tu vois, que des trucs comme ça, où il a dit à Franck Beria, va laver la voiture de Sam Allegro le matin, enfin, le mec, il tuait des gens. Il a tué des vies. Mais en même temps, il nous a élevés à la dure. Et je crois que ça a été le meilleur cadeau que l'on pouvait avoir. C'était à Metz, on faisait des joueurs, mais des hommes surtout. J'ai appris à devenir un homme auprès des Denis Schaeffer, des Francis de Tadeo. Et puis après, le déclic, le vrai déclic, c'est Jean Fernandez. No. Ah ouais, Jean Fernandez. Oh, lui, c'était. Mais t'avais pas le droit à 1 millimètre d'écart. C'est élevé à la dure. Mais aujourd'hui, quand je le croise, je l'embrasse comme du bon pain parce que tout mon bagage et le respect, mon professionnalisme et tout ce que j'ai fait pour essayer d'y arriver, ça vient de là. Ça vient de la culture messine, de jamais lâcher, d'être bon aussi à l'école. C'est-à-dire les cours de communication. Aujourd'hui, je fais le lien avec la communication, mais on avait reçu des cours de communication à l'époque au centre de formation qui m'ont bien aidé, pour ma vie d'aujourd'hui. Donc après, en termes de QI foot, moi j'avais déjà une base technique, on va dire. Ces gens-là m'ont permis d'avoir une base plus physique. C'est sûr. Francis, Quand on a les déblayer le synthé avec la neige, les déblayer avec des bruits comme ça. L'île aux oiseaux, là. L'île aux oiseaux, t'arrivais, test du 10 km, machin et tout. Putain, c'était pas l'époque où t'avais le truc intégré à la portugaise, quoi. Tu vois, c'était pas. C'était plutôt à l'ancienne, chronomètre et vas-y. Ouais, Mais il y je avait crois pas de méthodologie, quoi. non, C'était non. pas la périodisation tactique. Non, c'était pas ça du tout. Mais c'était, moi, ça m'a permis d'engranger du coffre parce que j'avais pas de grosse qualité. J'allais pas vite, ou pas très vite. J'allais vite sur les premiers mètres. J'allais pas très vite sur 30-40 mètres. J'avais pas un coffre. J'étais pas un marathonien non plus. J'avais un bon pied, j'avais un bon œil. Alors après, T'as ton pied, par contre. Hein. j'avais mon pied, mais il a fallu perfectionner le reste. Mais on était encore à une époque où le physique n'était pas si important que maintenant. Maintenant, honnêtement, quand je vois les matchs,
je me dis que je pourrais plus jouer dans le poste où j'ai joué. Je pourrais peut-être jouer encore, plutôt dans un rôle de 6-8 et encore. Nous avons pu reculer. Mais aujourd'hui, ailier dans ce football-là, très compliqué. Très compliqué par ce que ça demande en termes de vitesse. Les entraîneurs réclament beaucoup du jeu d'ailier. Quoique, tu me diras, avec Francaise dans un système 3-4-3, avec Exactement. Ça dépend des systèmes, tu vois, des systèmes mis en place. Mais moi, j'étais quelqu'un qui avait du mal dos au jeu. J'avais besoin de me prendre l'espace nécessaire pour gagner les quelques mètres et arriver face au jeu. Dès que j'étais pris et que j'étais de dos, j'avais plus de difficultés. Donc voilà, le QI foot, il a été développé parce je trouve à Metz, on avait encore cette vision de finir les joueurs techniquement et ce travail de gamme qui existait encore. En one-to-one, contrôle-passe, pied gauche, pied droit. Enfin, il y avait encore ce travail comme le pianiste qui fait ses gammes avant de jouer sa partition, quoi. Ça existait encore. Aujourd'hui, je le vois de moins en moins. Puis il y avait surtout l'esprit de réussite. C'est-à-dire que nous, moi, quand j'arrive avec Jean Fernandez, je crois que je joue quasiment la première année où je suis avec lui, je dois jouer 22 matchs. J'ai pas mon casier dans le vestiaire des pros. Je me change dans le vestiaire, je me change dans le vestiaire visiteur et j'ai pas mon nom sur le maillot. J'ai attendu 8 mois, je crois, pour avoir mon nom sur le maillot. J'avais le 33 sans numéro derrière. Donc il y avait un côté, je vais chercher quelque chose parce que tout ne nous était pas donné. On n'était pas les principales ressources et les principales actifs des clubs. Ce qui est le cas maintenant. C'est-à-dire, tu vois, Q, toi, enfin, on était déjà dedans, mais un mec comme Evan Ndinka qui est devenu un très bon joueur, mais à l'époque, rappelle-toi, il n'avait pas fait un match avec nous, il valait déjà 10 millions d'euros. Et Monaco, qui voulait acheter 10 millions d'euros, il prenait déjà quasiment 10 000 de salaire pour pas qu'il parte, pour pas qu'il aille ailleurs. Mais il n'avait pas fait ne serait-ce qu'un match avec nous. Donc, c'est un monde qui a changé. Avant, il fallait aller chercher les choses. Aujourd'hui, elles te sont plus ou moins données. Donc, ce qui fait que tu vois moins de jeunes qui ont les crocs, quoi. Mais attends, avant de rebondir sur la modernité du foot, et voilà, on en a passé des moments ensemble, les anecdotes et tout. Là, comme tu l'expliques, sans faire offense à Metz, hein, on ne peut pas dire que Metz ait développé autant de joueurs techniques que physiques. Il y a eu un petit peu partout, tu vois, c'est vraiment pas mal étalé sur le spectre. Toi, comme tu le racontes, est-ce que ton QI football, il n'était pas déjà un peu développé avant quand tu arrives et que tu dis, voilà, j'ai tout de suite, ça fait partie du QI football, de réaliser ce qu'il ne faut pas faire pour réussir. C'est-à-dire que très vite, tu as su comment tu allais pouvoir sortir du lot en utilisant tes armes à toi, à savoir ton œil et ton pied gauche. Comme disait Seb, il a fait les premières années avec toi, moi j'ai fait les dernières. Ton œil et ton pied, c'est-à-dire que tu sanctionnais. Tu voyais un petit truc, tu avais un œil de très très haut niveau et des trucs que tu faisais toi à l'entraînement, à savoir, moi quand j'étais trop avancé ou n'importe qui ou un défenseur qui n'était pas exactement à sa place, tu savais déclencher pied gauche, boum, tu vois, tu voyais un angle pas possible, mais tu le tentais. Est-ce que toi, d'avoir vu que tous ces mecs qui dérivaient avant l'heure, c'est-à-dire qui fumaient, comme tu disais, qui sortaient, qui n'étaient pas impliqués, est-ce que ça fait pas partie un petit peu de ta génétique à toi et qu'au final, à Metz, tu as bossé des aspects, comme tu l'as dit, finalement, qui t'étaient nécessaires pour atteindre le haut niveau. Mais est-ce que, toi, la compréhension du foot, je ne te dis pas qu'elle était en toi déjà, mais est-ce que ce n'était pas une de tes armes dès le début? J'ai toujours eu cette musculature déjà très jeune. J'avais grosse cuisse, grosse fesse déjà très jeune. Donc j'avais compris que finalement ma force de frappe et la qualité de passe, parce que j'avais une force de passe et de frappe qui était déjà tout de suite, qui arrivait très vite. D'ailleurs, j'avais tout le temps on avait souvent des tournois en salle avec Metz. Et c'était un des aspects où j'étais redoutable, c'est-à-dire mon exter pied gauche, bim, exter pied gauche, bim. Tu vois, j'avais toujours ce côté exter pied gauche. Donc j'ai travaillé ce geste technique-là en priorité, c'est-à-dire la fixation exter pied gauche, le coup de rein et derrière ce qui allait. Après, tu parles du développement QI foot, il est arrivé au centre de préformation pour moi. Comme à mon avis pour vous à Clairefontaine. Moi, il est arrivé avec Yannick Stopira lorsque j'étais au centre de préformation de la Madine. Ah, t'étais à la Madine.
et Yannick Stopira avait décelé que j'avais déjà une perception globale du jeu et que je savais ce que j'allais faire avant de recevoir le ballon. J'étais jamais en difficulté quand je recevais le ballon parce que j'avais déjà toujours une ou deux solutions une directe et une de secours. Et en fait, ce qu'il a fait avec moi, c'est que pendant quasiment 2 ans, il m'a interdit de porter la balle. J'ai dû jouer à 2 touches de balle pendant 2 ans. Il m'a mis à 2 touches de balle pendant que les autres parfois étaient libres. Moi, pendant 2 ans, je devais jouer qu'à 2 touches de balle. Il avait compris que par rapport à mon physique petit, même si mais avant j'étais beaucoup plus queuse. Je suis retrouvé des photos, j'étais épais comme une arbalète quoi. Donc il avait compris qu'il fallait que j'allais devoir fuir les duels et donc que j'allais être dans une touche, 2 touches, je bouge derrière. Et ce qui est venu après, finalement, compléter le contrôle pass moving. Et Seb, il va rigoler avec ça, parce que Jean Fernandez, il parlait pas un mot d'anglais, mais il était avec son quickly control pass moving. Et le control pass moving, C'était terrible. c'était quelque chose. Et donc, moi, j'avais ce truc de je donne, je me déplace, je me donne, je me déplace, je me donne, je me déplace. Donc, j'étais souvent un courant d'air, quoi. Je fuyais le duel. Bah, Je fuyais justement, pour corroborer tout ça, moi, j'ai des souvenirs, hein, parce que toi, tu es la génération juste au-dessus de nous. le- Et moi, en plus, moi, j'étais à Strasbourg, donc forcément, on regardait Metz avec attention. Je regardais Metz avec attention. Et c'est vrai que quand tu as commencé en pro, dis-moi si je me trompe, tu dénotais un peu parce que on connaît, comme tu disais, Q, Metz, c'était vraiment la fabrique des mecs costauds, les premiers mecs du Sénégal qui arrivaient. Tu es sorti aussi, tu as joué aussi avec un certain Adebayor aussi devant. Donc, c'est vrai que dans cette équipe-là, tu dénotais. Il y avait aussi Proman à côté de toi aussi qui était au milieu de terrain. C'était les deux mecs qui étaient un peu différents. Toi qui apportais un peu de fluidité, un peu de vitesse, un peu de choses différentes. Parce que Metz, c'était une équipe vraiment athlétique, hein. Moi, je me rappelle à l'époque, les Dino Djiba, tout ça, les Adebayor, je te rappelle même Mais Segadou Ndiaye, Regarde, tous ouais. C'est Gadou. ces armoires du Sénégal là, qui arrivaient, qui jouaient même pro, hein. Je me rappelle Mamar Gueye, tout ça, tu vois, Babacar Gueye, tout ça là. Et toi, tu étais un peu le seul, Le ouais, tchoun. tu étais un peu le seul de l'autre côté qui dénotait un peu, tu vois. Donc, est-ce que tu peux me raconter un peu tout ça, comment ça se passait? Moi, je te parle en pro surtout, hein, quand tu Et, arrivais. et est-ce que la rumeur est vraie que vous faisiez leur lit au centre de formation, là, vous les petits, là? Vous disiez quoi? Vous faisiez le lit des grands Sénégalais, là. Mon gars, il fallait pas. Il y avait 2-3, ils pouvaient t'envoyer des coups de claquettes. Hein. Allez, tu te rappelles Sega Doudou, là, mon gars, fallait pas s'embrouiller avec lui. Hein. Ah ouais, c'était un colosse, lui, hein, incroyable. Il te mettait dans son mafé. Hein. Il te mangeait à midi, le mec. Non, mais en fait, c'était quoi en fait? Moi, en tout cas, c'est ce que je voyais qui ça dénotait un peu. J'étais vraiment curieux de tout ça un peu. Tu peux me En raconter un peu? fait, à Metz, il y avait la volonté surtout de créer une homogénéité entre les locaux et les joueurs venus d'Afrique et notamment cette filière qu'on avait au Sénégal et qui a perduré, qui a perduré. Donc il y avait peut-être, je crois qu'à l'époque avec Babas, quand on est champion de Ligue 2, quand je m'en vais au mois de janvier, il doit y avoir allez, 6 mecs formés au club, 6-7 mecs formés au club des locaux. Et puis il doit y avoir 5-6 mecs, il doit y avoir Babacar Gueye, il doit y avoir Papis Cissé, il doit y Ah ouais. avoir Momar euh, Momar Ndiaye? Momar. Omar, au milieu, je me demande si Dino était pas là, Dino Djiba. Il y avait Dis-le. Malik Diop, il n'avait pas été formé, mais voilà, c'était le grand frère sénégalais. Voilà, on a toujours eu à Metz cette volonté d'allier notre filiale sénégalaise et les mecs du cru en fait. Et ça a toujours très très bien marché. Et ce lien, il a fonctionné pendant des années. Pendant des années. Il perdure toujours, Mais hein. tu sais qu'au Pardon. au centre, On forme beaucoup moins de joueurs maintenant. Il y a Ouais. beaucoup moins de locaux qui sortent des coins de Metz. D'ailleurs, du centre de formation qui est juste derrière le stade Saint-Symphorien. Hein. Je crois que le dernier, c'est Michael Brancis. Donc, tu vois, c'est. euh, et je crois que d'ailleurs, le retour de Francis coïncide avec cette volonté de renouer aussi avec les Les territoires locaux. locaux, et notamment ceux du bassin minier, parce que bon, bah, Metz, c'est aussi raconter une histoire par rapport au bassin minier, comme le font les Lensois. Ouais. Mais ouais, Ah, c'est tu sais ça, que le football, c'est non, le football, c'est quelque chose. Mais tu vois, Ludo, pour avancer un peu, moi, à Metz, tu étais jeune, mais tu avais
parce que tu devais exister. Fin des fins, tu as grandi et quand je te vois aujourd'hui, je t'entends, je t'écoute, voilà, mais je me dis, tu as toujours réussi à exister. Après, et c'est vraiment une question, est-ce que ta petite taille, entre guillemets, le fait de pas prendre de place, parce que surtout quand on grandit à Metz au centre de formation, il fallait voir, entre les étrangers de l'Est et les Sénégalais, les Camers, les Parisiens, en fait, c'était vraiment un melting pot de fou. Aujourd'hui, quand tu as été le petit Ludo, entre guillemets, le petit Ludo Obraniak avec son pied gauche extraordinaire, est-ce que cette mentalité-là, elle a permis que tu existes dans toute ta carrière et que une fois que tu as réussi à, entre guillemets, t'imposer là-bas, dans ce genre d'environnement, hostile ou pas hostile, ça dépend du point de vue. Est-ce que tu dis: «Tu sais quoi? De toute façon, dans tous les cas, ça va être une de mes marques de fabrique, mon caractère», parce que tu es connu aujourd'hui pour avoir quand même ne pas avoir ta langue dans ta bouche et ça peut te servir et te desservir. Donc, je sais pas et comment ça s'est passé par la suite? J'ai toujours été un peu comme ça, dans le sens où je suis parti de chez moi très jeune, donc je me suis confronté à la réalité aussi des internats, de la concurrence, des inimitiés, des jalousies, donc tout de suite ça m'a construit très jeune. Et honnêtement, je crois que j'étais, comme je t'ai dit, c'était la force, la volonté d'y arriver. Tous les gens qui allaient se mettre sur mon passage qui allaient constituer des obstacles ou des entraves, pour moi, ça posait pas de problème. J'allais balayer ça, ou j'allais passer outre ça, ou même passer à l'intérieur s'il fallait, parce que j'étais pas peureux. J'avais ce côté un peu. Alors, j'avais pas un physique de bagarreur, mais je me laissais pas faire. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'ai cultivé aussi. Je crois que je me suis forgé une identité. J'ai inventé un personnage. Je crois que dans les périodes quand je suis arrivé au centre de formation, je trouve que j'avais un déficit un petit peu de personnalité, je me cherchais un petit peu et j'ai trouvé, dans des phénomènes de mode, des choses qui ont pu, installer une espèce d'image de bad boy ou de mec un peu rebelle. Je rappelle-toi, je m'étais rasé les cheveux, j'avais les boucles d'oreilles, je m'étais fait des tatouages, et ça m'a permis de compenser un manque de personnalité, en fait. Je me suis construit une personnalité à ce moment-là. Euh, Pareil par rapport aux filles, J'allais j'avais pas un énorme succès avec les filles. Et le fait d'avoir développé ce côté-là a permis de gagner en assurance, de prendre en confiance et de me construire à travers ce personnage-là. Que d'ailleurs, les tatouages, aujourd'hui, je les enlèverais. Enfin, tu vois, ça fait Une partie carapace, quoi. ça Comme une fait partie de carapace. mon histoire, mais ça m'a aidé à évoluer, à être respecté et à trouver une forme de confiance en soi. J'ai eu besoin de me créer un personnage pour trouver une confiance. Et donc ce personnage, je l'ai trouvé à travers les codes de la culture du moment. C'était le côté un peu rebelle, tatouage, boucle d'oreille. Je l'ai trouvé comme ça et ça m'a plutôt bien servi, quoi. Non, parce que franchement, nous, on aime beaucoup en parler et tout le monde a cette vision un peu, tu sais, comme quand tu reparles de tes années centre de formation, c'est dur le centre de formation. Eh, mon Comme gars, tu dis, chacun, si tu souffres pas de la comparaison physique ou tu sais, du manque d'assurance, tu souffres de l'éloignement. Si tu souffres pas de l'éloignement, tu souffres du manque de performance. Et en fait, il y a toujours enfin, chaque individu dans un centre de formation a besoin d'exister et a besoin de compenser un manque. Si toi, c'était le manque de personnalité, j'imagine que par le football, en fait, en t'affirmant avec ta personnalité et vu que le football, ça allait, du coup, ça t'a permis d'exister et ouais, de faire face à un environnement qui est challengeant. Et en fait, c'est un truc où tout le monde s'imagine que le foot, c'est aller avec les copains tous les jours, le centre de formation, c'est la colo, tu sais, c'est le côté, t'es avec tes potes et tout. C'est dur, c'est dur. Et donc, du coup, moi, j'aime entendre ce genre de discours parce qu'en fait, on croirait pas le contraire. Te dire que, ouais, non, ça a été édulcoré, c'était super facile, ça a été un accompagnement de chaque instant, j'étais bon tous les week-ends, non, ma famille ne me manquait pas, non, au centre de formation, il n'y avait rien de challengeant. Et en fait, c'est là où il y a une marque de respect et en même temps, il y a cette espèce de tampon de t'es marqué au fer rouge de FC Metz tes années de formation, mais ça ne veut pas dire que tu as kiffé nécessairement un truc de ouf et qu'il n'y avait pas eu des moments difficiles. Et c'est là où pour tout le monde qui nous écoute, il y a rien de facile et on dit souvent: «Ouais, il y a rien de confortable». Tous les jours ne sont pas confortables, mais ça n'empêche pas que
Seb, Ricky, moi, on a eu des expériences différentes à Clerf. Ça nous a marqué. Au centre de formation, on est arrivé préparé. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans à Clerf ou 2 ans, ben, on a eu des moments sympas. On a eu des amitiés qui perdurent dans le temps et ça fait plus de 25 ans. Mais c'était dur. Et ça nous a donné des armes et il a fallu exister. Toi, ouais, tu dis que tu effaces les tatouages, mais quelque part, à chaque fois que tu les vois, tu repenses au chemin parcouru. Et c'est là où, tu vois, cette plateforme, on la donne pour partager et dire à tout le monde, écoute, si tu galères en centre de formation et que tu nous écoutes, c'est normal. Si tu galères en pro, c'est normal. Seb, il disait, ouais, tu as signé l'oseille et tout. Ouais, mais tout n'est pas si rose. Tu vois ce que je veux dire? Tout n'est pas. Même jusqu'à la fin. Même négocier un contrat d'1 an à 38 ans quand on a signé 15, c'est pas toujours facile. Tu vois, il y a toujours des perspectives. Et merci de le partager avec nous parce que, voilà, tu vois, tu pourrais très bien dire, ouais, ma belle carrière, X matchs de Ligue 1, 200, 300, 400. Je veux dire, tu es un joueur chevronné. Mais c'est passé par la galère. Sors-nous le gimmick et le professeur, s'il te plaît. Moi, je crois que j'ai 290 matchs de Ligue 1, il me semble, quelque chose comme ça. En championnat de France ou en Ligue 1, je dois être pas loin des 300. Et en total, je dois être à 560 ou quelque chose comme ça, je crois. Et tu vois, déjà, c'est respect. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette carapace que tu t'es créée, ce personnage, parce qu'au final, on a tous à un moment donné un personnage. Est-ce que tu penses, honnêtement, avec toute la franchise que tu as, c'est le cas de beaucoup de joueurs aujourd'hui qui, au final, se créent un personnage ou s'adaptent à ce que le football veut pour eux et s'éloignent de qui ils sont réellement, mais qu'ils n'arrivent pas à se retrouver. Parce que tu peux te créer un personnage aujourd'hui pour traverser une certaine période, mais au final, tu te perds tellement dans ce personnage que ça devient ta seconde nature et tu es toujours en décalage. Parce que toi, tu as dû te créer ce personnage et je me rappelle très, très bien, j'ai des images qui me reviennent, comment tu étais, le changement. Mais ça, pour moi, ça t'a réussi. Ça t'a réussi parce que, voilà, au bout d'un moment, tu as commencé à prendre la parole, sérieusement, les gens t'étaient respectés et même les meufs et tout, je me rappelle très bien. Après, quand tu es parti, c'est ça que moi je veux savoir. Ce personnage, est-ce qu'il a perduré? Est-ce que c'est devenu le nouveau Ludo? Et est-ce qu'il t'a joué des tours à un moment donné? Parce que voilà, on se connaît entre nous, tu vois? On en chambre, on sait très bien que tu as pas ta langue Non, dans mais ta poche et tout, tu vois? C'est ça, moi, qui m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on est formés par le football. Le football nous a formés. Tu vois, c'est comme quand certains disent: «La rue m'a formé». Le football, c'est un écosystème tellement fort que pour moi, ça crée un certain type de personnage. Et il y a certains et je me demande si le personnage que toi, tu t'es créé aujourd'hui, est-ce qu'il existe toujours? Et comment il a évolué dans ta carrière, dans ta vie même d'homme? il y a toujours une part de ce personnage qui perdure, oui. Il m'a servi et il me sert encore par moment. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu veux exister dans un monde, dans le monde du football et encore plus maintenant dans le monde des médias, euh, je crois qu'il faut pas être tiraillé parce qu'à partir du moment où tu commences à transiger avec un tel ou un tel, et peu importe la relation que tu peux avoir avec les gens, quand tu commences à ménager un mec que t'aimes, bah, tu t'es déjà perdu parce que tu deviens plus objectif. Donc j'ai eu un peu de mal au début quand j'ai commencé ma carrière de commentateur et de consultant télé parce que j'avais un peu peur de dire du mal des gens avec qui j'avais été ou des coachs que j'avais côtoyés. Et puis je me suis dit le meilleur moyen d'être bon, c'est de rester moi-même et de dire ce que je pense. Donc j'ai continué à faire comme ça, quitte parfois à froisser des gens. Oui, ce personnage m'a desservi beaucoup, notamment à Auxerre, je pense, où Quentin a pu le vivre aussi, où j'ai ce côté. Je sais pas, moi je suis quelqu'un d'assez loyal et respectueux des codes, et je mettrais un astérix juste pour revenir au sujet d'avant. Si on devait donner un conseil à certains jeunes, une des clés, c'est se mettre sous la coupe des anciens, toujours aller trouver le lien avec l'ancien, avec celui qui a déjà vécu, qui a l'expérience. Et ce lien, j'ai eu du mal à le retrouver sur ma fin de carrière, où je trouve que une partie du respect et de celui qui a pas fait, de celui qui a fait, en fait, tout le monde était sur la même base et sur le même niveau. Et moi, ça me gênait beaucoup.
Donc, j'ai eu des états d'âme et je l'ai fait comprendre. Et c'est vrai que dans un vestiaire qui était très jeune à l'époque, c'était difficile de faire passer ce message-là. Mais c'est vrai que oui, j'ai toujours eu ce côté, euh, tu sais, un peu comme Jordan l'explique dans The Last Dance, de se créer des rivalités, de se créer des trucs pour aller chercher une motivation, parce que c'est long, hein, les carrières, c'est long, et des fois, il y a des moments où tu n'as plus envie, quoi. Tu n'as plus envie, ou tu n'as plus t'as plus la hargne que tu avais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, mais je voulais monter en l'air tout le monde, quand il y avait les taureaux et les tout. Et proment, pas proment, machin. Si je faisais faute, je m'excusais, mais je croquais dedans. Je croquais dedans à pleines dents, et je laissais rien. Je Ah, laissais rien. je confirme, moi j'ai voulu te marbrer plus d'une fois. Ouais, Voilà, non, mais je laissais rien. Mais au final, quand tu m'avais dans ton équipe, tu savais on que pouvait aller j'allais à faire la le guerre. boulot. On allait J'allais à faire la le, j'a- j'allais faire le job. Donc voilà, j'ai eu du mal à me positionner parfois, et notamment sur la fin. J'ai beaucoup aimé l'étranger. J'ai eu de très belles aventures à l'étranger parce que j'ai découvert d'autres choses. Donc j'étais vraiment dans l'esprit découverte, ouverture. Et là, j'ai créé des amitiés, j'ai créé un amour assez fort pour le football turc, pour le football israélien, un peu moins pour le football allemand parce que ça s'est mal passé très vite. Pourtant, c'est un football qui avait l'air de te correspondre, hein. C'est ça que Ouais, j'allais dire, c'est mais assez en fait, paradoxal. Bizarre. j'ai compris trop tard, Ricky. Le problème, quand je suis arrivé à Brême, euh, eux, ils étaient déjà dans la métamorphose, dans la révolution du football total. Et je suis arrivé dans une équipe qui avait déjà 2-3 ans d'expérience et de continuité. Donc, si tu veux, l'arrière gauche, alors déjà, le transfert en lui-même, il était assez bizarre. Parce que les mecs, s'ils m'avaient scouté, ils savaient bien que je jouais pas à gauche, que je préférais être à droite, rentrer sur mon pied gauche. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Je pense que le deal qui a été fait à Brême, c'est un arrangement entre le directeur sportif et l'agent qui m'a amené là-bas. Je pense que le coach me voulait pas, je l'ai vu dans son œil tout de suite. Si j'étais pas un choix du coach, je l'ai vu tout de suite dans son œil quand on s'est rencontrés la première fois. Et donc, il m'a fait jouer à un poste qui n'était pas forcément le mien, mais si tu veux, l'arrière gauche, qui était un Argentin, il passait son temps ailier gauche. Et moi, de par ma culture française, le respect tactique, défensif, Ouais. les compensations, les trucs carrés, machin, en fait, moi, je prenais tout le temps sa place. Donc, lui se transformait ailier gauche et moi, j'étais arrière gauche. Sauf que lui revenait jamais. Je prenais des bouillons à 2 contre 1 et trucs machin. Donc Ouais. c'est moi qui en prenais plein la gueule. Et Un lui, plomb. Ouais, pété un et, plomb. j'ai compris trop tard en fait, parce que j'étais toujours dans l'esprit de putain, les mecs s'engagent de partout dans un football total, mais putain, si on perd la balle, qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais tout le temps en train d'essayer de compenser des zones sur le terrain, alors que c'est pas mon jeu à la base. Mon jeu, c'est plutôt de créer. Donc j'ai passé mon temps à cavaler, à tacler, à machin, et j'étais pas dans mes forces. Donc au bout de 3 mois, et pourtant j'ai réussi à exister pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et dès que ça a tourné un peu en ma défaveur, c'est-à-dire qu'on a eu des résultats un peu mitigés, ils m'ont mis de côté. Alors après, est-ce que c'était ça aussi? Est-ce que mon contrat, qui était lié beaucoup aux primes de match et aux primes au Prime de point, points. aux primes au Ouais, point bien sûr. eux Le aussi, finisseur Bundesliga, ouais. Ouais. je n'aurais pas la finalité de ce qui s'est passé là-bas, mais j'ai compris trop tard le football allemand. J'ai pas eu le temps de m'acclimater assez vite au football allemand. Mais oui, c'est un football que j'aurais adoré. Mais les premiers mois, en fait, j'étais toujours dans ma culture française on va le dire, hein, de plutôt protéger plutôt que attaquer, quoi. D'avoir un équilibre plutôt que du déséquilibre. Donc, Et une conscience collective aussi, parce que je me rappelle cette histoire, je me rappelle qu'on en ait parlé il y a 5-6 ans de ça, c'était exactement la même histoire. Et c'est un peu, tu sais, profiter des histoires dont tu m'as parlé pour raconter aussi un petit peu ton expérience. C'est pas du tout sur les sommes et tout, mais financières. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, tu disais, tu as gagné plus d'argent dans l'échec à l'étranger, quelque part, dans cet échec que avec les années de succès total en France. Je veux dire, tu as fait partie d'une des meilleures équipes françaises, le Lille de 2011. C'était beaucoup chambré avec incroyable, ça, mais c'est un truc qui incroyable. nous avait fait kiffer, tu vois. Et- Est-ce que, avant de nous parler de cette période, est-ce que c'est un souvenir correct que j'ai de dire, ouais, tu as fait limite plus d'oseille avec des situations d'échec certaines à l'étranger que en pleine situation de succès en France? Oui, mais Quentin, tu sais toujours que personne n'est, enfin, t'es pas prophète dans ton pays. Quand tu es un mec qui est super bon et que tu es issu de la formation du club, tu es toujours le moins bien payé que celui qui vient de l'extérieur. On est d'accord là-dessus? C'est souvent Sauf à comme ça. Lyon. C'est Sauf à souvent Lyon. comme ça. Donc en fait,
Ben, en fait, quand tu signes des contrats, que ça se passe mal, les mecs, ils veulent te dégager rapidement. Donc, quand ils veulent te dégager rapidement, il faut trouver des compromis. Et moi, à Brême, ce qu'ils m'ont fait, je m'étais juré de leur faire payer. Donc, quand ils ont essayé de me trouver des portes de sortie et tout, j'ai été mais intransigeant. Par contre, j'étais d'un professionnalisme. J'ai jamais eu un retard, j'ai jamais refusé un entraînement, j'ai été, mais d'un professionnalisme hors pair. Je suis arrivé 2 heures avant, je repartais 2 heures après. Les mecs, je les ai rendus fous. Et les mecs, j'ai été tellement pro qu'à un moment donné, ils ont été lâchés. Ils vous disent, ok, ok, vous m'avez fait venir, vous m'avez fait quitter, parce que à ce moment-là, j'ai une prolongation de 3 ans dans les mains des Girondins de Bordeaux. J'ai 29 ans, j'ai Jean-Louis Trio qui me supplie de rester, qui me demande de rester. Et je me dis, putain, j'ai 29 ans. La Bundesliga, c'était l'Eldorado, il y avait Bayern Dortmund, c'était la finale de la Ligue des Champions, tout le monde parlait de ça. Et je me dis, purée, si je prends pas le train là à 29-30 ans, je le prendrai jamais. Donc quand je suis arrivé là-bas, moi, Brême, c'était un tremplin pour aller encore plus haut. Je m'étais dit, peut-être Dortmund, peut-être ces clubs-là, quoi. Et en fait, très vite déchanté. Mais derrière ce qu'ils m'ont fait eux, la misère qu'ils m'ont fait, le silence, la non-communication, le fait de me mettre comme ça à l'écart, me mettre de côté, même les mecs, ils comprenaient pas, hein. Les mecs, le capitaine, je me souviendrai, combien de fois il a été voir le coach pour dire, mais pourquoi vous lui faites ça? Pourquoi vous nous faites subir ça? J'ai connu ça aussi à Leverkusen, c'est incroyable. C'est Pourquoi vous lui faites subir ça? Regarde, Ricky, il n'y a pas beaucoup de Français, hormis attaquant, qui a le profil spécifique pour réussir en Allemagne. Mais autrement, il n'y a pas énormément de Français en défense, en milieu de terrain qui ont réussi en Allemagne. Franchement, Mais ils par sont des fois dur. dans leur manière Question. d'aborder. Euh, Et donc, vous m'entendez? j'ai, comment dire, j'ai pas lâché. Je leur ai dit, OK, vous voulez me dégager, vous voulez me prêter, vous voulez me machin, tu me payes la fin de mon contrat. Tu me payes la fin de mon contrat. Tu m'as fait venir. Aujourd'hui, je suis en situation d'échec. À 30 ans, je me relance comment? Donc, j'ai accepté d'être prêté à Rizespor, mais je lui ai dit, OK, Rizespor, je m'arrange avec eux. Par contre, vous continuez à me payer mon salaire. Et Sinon, je bouge pas. Je lui dis, sinon, je bouge pas. Je suis 3 ans ici, je bouge pas. Deolis, Donc, Mais c'est vraiment du toi. j'ai c'est toujours. notre devoir d'amener de la perspective parce qu'en fait, c'est passé par du harcèlement moral aussi, qu'on se le dise. Non, Ça, mais c'est un truc mes où mecs, ils m'ont poussé à la faute. Ils m'ont poussé à la faute. On l'a Je tous suis vécu jamais ça. tombé dedans. Heureusement, j'avais ma femme qui derrière faisait tout pour me tempérer et justement me coacher par rapport à ça. Mais ils m'ont poussé à l'extrême pour que je faute. J'ai jamais fauté. Par contre, derrière, j'ai dit, je serai intransigeant, je vous ferai pas un cadeau. Je vous laisse pas un centime. Mais pas par Habilité, pas par le goût de l'argent ou un truc comme ça, mais juste principe. pour le respect du contrat et pour à un moment donné le préjudice vécu. Donc j'aurais dit, si on trouve pas un accord, je bouge pas, je suis là 3 ans, je bouge pas. Ça me rappelle ma situation comme j'ai fini avec Norwich et tout. C'est quand j'ai retourné la situation, quand j'étais en entraînement avec les moins de 16 ans, j'avais plus de casier, j'avais plus de numéro, etc. Alors que je sortais d'une saison où j'étais capitaine. Donc, ouais, Il n'y a pas de cadeau à faire. Il n'y a pas de cadeau à faire parce qu'eux, ils font pas de cadeau, hein. ils font jamais Eux, de ils font pas de cadeaux. cadeau. Et c'est une réalité. C'est que nous, aujourd'hui, on est dans une situation, des fois, on se dit, ouais, mais non, et les clubs ne te font pas de cadeaux. Je ne vois pas pourquoi tu ferais des cadeaux au club. Question que j'avais pour toi, en fait, depuis que tu parles. Tu as quitté la France, 29 ans. Tu as dit, tu arrives sur tes 30 ans. Et tu vois, Mm. c'est vraiment une question, genuine question. Ça veut dire, est-ce que tu penses que tu arrivé à un âge de maturité pour comprendre l'étranger ou tu es parti trop tard? Parce qu'en fait, je me dis, moi, je suis parti super tôt à l'étranger. Ricky, il est parti super tôt. Quentin, il est parti tard, mais il est rentré dans son pays, on va dire, tu vois. Quand tu arrives à 29 ans en Bundesliga, avec tout le bagage que tu as derrière, tu vois, ancré français, franco-français, parce qu'au final, t'as été piqué, tamponné France. Est-ce que c'est dans l'écart, il n'est pas trop grand entre les cultures et la façon de réfléchir? Tu vois, parce que la France, on protège. Moi, je sais que quand je suis arrivé en Angleterre, pourquoi je ne veux pas rentrer en France? Parce que non, je suis tamponné anglais. Mais parce que Mm. il y a une différence vraiment de culture et de programmation qui est, pour moi, à l'opposé. Et quand tu passes aussi longtemps, un temps aussi long en France, est-ce que vraiment tu penses qu'un joueur, quel qu'il soit, toi, on peut parler de toi, mais de manière générale, pour ceux que nous, on a tous vécu à l'étranger, est-ce que vous ne pensez pas que
des fois, c'est trop. On a passé tellement longtemps dans une société qui est arrivée en Allemagne, qui est très procédurier, chaque pays a ses codes, tu vois. C'était limite trop tard. Et tu vois, t'as pas su comprendre. Et après, c'est après que tu as pu après profiter de l'étranger. Bah, je te l'ai amorcé un petit peu sur le problème de culture et la manière d'approcher ou de voir ou de vivre le football déjà. Ça a été un choc, mais je crois que j'ai surtout pas été brillant. Ils sont venus me chercher le dernier jour du mercato et j'ai pas analysé la situation. Si j'avais analysé correctement la situation, j'aurais vu que ce qui m'avait vendu, c'était du flanc et du vent, et je serais pas tombé dans le panneau. Et peut-être que j'aurais. Voilà, je pense que pour tous ceux qui partent à l'étranger, il faut préparer ça avec du temps, c'est-à-dire il faut le temps de la réflexion. Il faut rencontrer le coach qui te veut, il faut discuter, il faut aller voir les installations. C'est un choix radicalement. Euh, comment dire, c'est l'opposé de ce qu'on vit et du cocon qu'on avait l'habitude d'avoir dans le championnat, ça coupe, c'est radical quoi comme changement. Ça passe Donc, ou ça casse. il faut prendre le temps. Moi, le problème, c'est qu'ils sont venus me chercher le dernier jour du mercato. J'ai dû me décider en 3 heures. Dans l'urgence, ça fait toujours faire des conneries des fois. Et ils sont venus en me vendant l'histoire de Johan Mikou. Ils ont fait appeler Johan Mikou. Et on cherche le futur Johan Mikou et machin. Donc, ils ont flatté mon ego, machin. Et puis, comme on n'avait pas trop le temps, ils sont venus à Bordeaux l'après-midi. Ça a été très vite, surtout sur la négociation du contrat. Ça prenait du temps. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir l'équipe, qui était là, qui faisait quoi, l'entraîneur, machin. J'ai pas pris ces informations-là. Je me suis dit, je verrai ça après. Et j'ai fait une faute grave en faisant ça parce que je me serais aperçu qu'en fait, il y avait Aaron Hunt qui était l'enfant du club, espoir non capitaine, numéro 10. Donc, j'avais aucune chance de pouvoir jouer numéro 10. Il était indéboulonnable. Et que l'entraîneur, Robin Dout, c'était plutôt un garçon qui jouait sans ailier, qui aimait bien les joueurs de ligne. Or, moi, tu peux pas me faire jouer à gauche, c'est impossible. Ou alors, tu vas m'enlever toutes mes qualités. Moi, j'ai besoin de jouer à droite avec un arrière droit qui me dédouble. Donc, j'ai besoin d'avoir une complicité au moins avec un latéral. Et si j'ai pas ce truc-là, mais derrière, tu te dis, mais attends, c'est quand même Brême. Ils sont quand même venus te scouter une vingtaine de fois. Donc, tu dis, bon, ils doivent savoir ce qu'ils font. Et en fait, il y a eu un changement de direction que j'avais pas pris en compte aussi. C'était plus Klaus Aloff, c'était plus Thomas Schaff, c'était des nouvelles personnes qui venaient d'arriver. Elles n'étaient pas connues. Il y avait un directeur sportif qui venait du monde du hockey sur glace. Tout ça, je l'ai pas pris en perspective. J'ai pris ma décision trop vite. Et je l'ai payé très cher. Donc oui. Et après, moi, dans les championnats où je me suis retrouvé à l'étranger, j'ai vécu les plus beaux moments quasiment de ma vie parce que je me suis retrouvé dans des championnats peut-être un peu plus faible, mais où j'ai retrouvé cette joie de la technique. Le football turc et le football israélien sont des footballs techniques, plus axés là-dessus que sur le physique. Et donc j'ai retrouvé des joueurs brillantissimes, et puis le kiff, c'est d'avoir fini aux côtés d'Yossi Benayoun au milieu de terrain. Et ça, franchement, quand tu joues avec un mec comme ça à côté de toi, franchement, c'est du football. C'est du bon Football, kiff. football. C'est football. C'est pas le Barça, mais c'est football. La Pologne, vu qu'on parle de l'étranger, la Pologne. Ça, Quentin, attention. Ah, tu t'en rappelles, hein? Ça fait pansement cucu avec Giron, attention. C'est plus le même. Tu vois, il parle de ça parce que moi, je faisais une obsession à l'époque du Barça et tout. Enfin voilà, on parlait vraiment toujours football. Ah, C'est vrai que là, c'est plus exactement. Ah ouais, là, c'est vraiment connu de Le Busquets, tout joueur ça. préféré de Quentin, c'est Busquets, mon frère. Il a pris le numéro de Busquets. Et puis, va associer Pablo Correa avec le football du Barça. Ah l'enfoiré, ça commence. Non, mais tu sais, je t'ai trouvé super injuste sur ta vision, par contre, que tu as eu d'Auxerre et ce que tu as fait à Auxerre. Mais en même temps, maintenant, avec le temps, et quand je vois le délire, maintenant, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, les mentalités, c'est un truc où, en fait, tu n'étais pas différent, tu étais juste à un grand changement. Pour moi, par exemple, tu m'as trop aidé parce que tu as. Et là, en y repensant, quand on parlait de toi comme invité et tout, je disais, en fait, Ludo, en étant de la même génération que nous, grosso modo, tu as 2 ans de plus que nous, tu représentes le dernier joueur un peu old school. Et quand je dis old school, c'est pas du tout par défaut, c'est au contraire.
C'est Ah, je vois football, bien, c'est l'œil, c'est vraiment basé sur la technique et en même temps le caractère qui va avec, le côté je chambre, je rigole, j'apporte énormément d'importance au vestiaire, tu sais, aux relations entre les gens, au ce que tu fais pendant, mais ce que tu fais aussi après. C'est un truc où c'est vrai, Ludo, tu sais, maintenant, c'est plus trop, «Eh, venez, on va manger ensemble après l'entraînement» ou «Venez, on se voit ce soir» ou «Venez, on fait un truc», tu sais, entre ça existe plus vraiment ça et c'est pas parce que, par exemple, à Auxerre, ça matchait pas pour toi, c'est juste que le football avait déjà tellement changé que maintenant ce qui toi était hyper valable et pour toi la confection d'un groupe et l'importance que tu accordais au groupe et ben, en fait, c'est presque perdu. C'est juste que toi, tu étais un petit peu en fait, tu avais pas assez de recul pour savoir que ça tendait vers cette direction. Toi, tu avais cette vision de: «Voilà comment on a gagné, voilà comment on a performé par le passé» et moi, c'est vrai que tu représentes pour moi un peu le dernier joueur old school en termes de valeur, en termes de, tu sais, de chambrage et tout. C'est vrai que toi, tu chambrais, tu disais des trucs et les joueurs, ils le prenaient mal. Mais c'est maintenant, ce que tu disais ou ce que moi j'aimais bien dire ou quand tu charriais, c'est un truc, tu peux plus vraiment le dire parce que les mecs, ils te confrontent plus ou ils répondent plus. Ils partent et disent: «Ouais, il veut quoi lui, l'ancien?» Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où tu construis de la frustration alors que de base, c'est comme ça qu'on a grandi. Quand tu charriais un mec, tu disais: «Eh frérot, moi des buts comme ça, j'en ai même mis à Barthez». Les gars, ils disent: «Ouais, il veut quoi lui?» Tu vois? Ou ils connaissent même pas Barthez, ça se trouve, tu vois? Ou quand on parlait de Lille 2011 là. Ah ouais, des buts comme ça, j'en ai mis au Stade de France. Les gars, ils disent: «Oh ouais», enfin, tu sais, ils savent pas trop comment répondre. Ils se disent pas, tu vois? Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste un choc culturel, tu vois? Et quand Et je vois maintenant, tu commences à chambrer des mecs, le gars, il croit que tu le prends en grippe ou limite que tu le harcèles. Mais tu sais, tu as été une telle bouffée d'oxygène pour moi quand tu es arrivé. Parce que moi, ça faisait déjà quasiment un an et demi hein, que j'étais là. Hein. Et j'avais pas d'interlocuteur. Puis moi, tu sais, je suis un peu barré. J'aime l'art, j'aime le vin, l'art, machin. Enfin, je m'initie à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de passion. Donc, j'avais personne avec qui partager ces trucs-là. Alors que dans les autres clubs, j'avais toujours une petite bande où on pouvait ce côté les enfants, la femme qui s'entendaient bien, on faisait des trucs ensemble, on partageait des trucs autres que le foot. Et pour moi, un groupe, il se construit partout, mais pas dans le vestiaire et dans le foot, dans tout le temps, la tête dans le guidon, sur le terrain. Pour moi, les stages de cohésion d'avant-saison, ça devrait pas être que du foot, quoi. Et même au contraire, ça devrait être plein de trucs diversifiés pour créer de la relation entre les hommes et entre les trucs. Et ça se fait de moins en moins parce que les mecs veulent du terrain, du terrain, du terrain. Ouais, mais du terrain, les mecs sont tout le temps en concurrence. Les mecs sont en concurrence, les mecs. Donc, t'as jamais le temps de savoir qui est ton voisin, en fait. Tu sais pas s'il a des gosses, s'il va mal, s'il divorce, si là. Et c'est plus facile de comprendre et de jouer avec quelqu'un que tu connais, que tu comprends. En tout cas, moi, les expériences qui ont réussi et sur lesquelles j'ai pu gagner des choses, ça a été ça. Ça a été de l'entente totale sur le côté humain. Et c'est là qu'on a basculé dans une autre dimension. Mais ouais, ça a toujours été une importance capitale pour moi d'être connecté aux gens, de faire un peu le couillon, de faire des choses en dehors. Mais c'est vrai qu'à Auxerre, là, je suis arrivé vraiment à la fracture générationnelle où bon, bah, jouer à Call of Duty en réseau, bon, bah, c'était plus trop mon truc non plus. Alors peut-être que j'aurais dû faire aussi le pas parce que mais tu vois, il y avait plus à l'époque, on jouait au tarot, on faisait les poker sur le truc, tu vois? Il y avait quelque chose qui nous liait, on jouait au Perudo là, le truc, les dés là, enfin, on a toujours eu des moments, des trucs. Aujourd'hui, c'est les casques, les trucs, chacun ça et moi, j'ai eu beaucoup de mal à vivre ça au CERF. Ça a été très, très dur et puis, en termes de jeu, moi, j'avais une vision assez prédéfinie de ce qu'allait être ma fin de carrière et elle a été à l'opposé de tout ça. C'est-à-dire que, on avait une équipe pour jouer l'attaque, on jouait dans nos 18 mètres, il fallait courir 12 bandes par match, jouer ailier droit. Ouah, flemme, j'en avais marre. Je voulais pas. Je voulais finir 6-8, envoyer des transversales pied gauche de 50 mètres, me la régaler un petit peu. Je voulais finir comme ça, en fait. Et c'est vrai avec Francis et le Pep Guardiola de l'Uruguay, ça a été compliqué de le faire. C'était compliqué de le faire. Oui, non, mais lui, El Loco, El Loco. Ah non. J'ai vu qu'ils l'ont pris à Nancy. J'ai dit, putain, quand même. Là. Ils l'ont repris. Ah, des fois, il y a Des gens, ils des sont, personnes qui sont des, liées à un des écosystème. gens, il y a des gens, ils sont suicidaires, hein, quand même.
Ah, Mais les bon. punchlines, je te jure, des trucs, mais j'aurais rigolé avec toi, Ludo, un autre Attendez les gars, moment. attendez parce que là, on arrive Ah ouais. bientôt à 1 heure Ouais. à 1 heure d'émission, 1 heure de podcast. On n'a même pas parlé de l'époque lilloise, c'est incroyable. Non, mais bien sûr. Vas-y, on le Excuse-moi fait. Hein. de te dire, mais l'époque lilloise, c'est l'époque où on te connaît vraiment le mieux parce que tu étais vraiment exposé, mais tu as marqué une génération en fait, avec cette équipe, Ouais, il a c'est un pied incroyable. gauche exceptionnel. Donc là, Grégory Coupé qui avait anticipé le centre, pense qu'elle est dehors. Et effectivement, un poteau rentrant. C'est bon, l'erreur de Greg du jugement, elle est là, mais ça bascule toujours. Mais ça bascule toujours dans le bon sens. Quand une équipe joue au football, tente des choses et qui est euphorique. On parle de quel but là? La Je me finale. demande. Je me demande. Mais Xavier Gravelaine, je reconnais la voix, donc c'était. Ah, Mais ce but, il a une histoire assez dingue. Hein. Je pense que Quentin, il la connaît, mais j'étais à 2 doigts de me barrer de la causerie. En fait, je suis parti de la causerie, j'avais commandé un taxi pour me barrer du camp. On était à Anguin-les-Bains. En fait, j'étais persuadé que j'allais jouer ce match-là. On avait fait toute la. En fait, il y avait 2 groupes. Il y avait t'avais les titulaires indéboulonnables, Gervinho, Hazard, Moussasso. Et puis derrière, tu avais Pierre-Alain Frot, Tullio de Mello et moi. Et les 3, on avait fait tout le chemin de Coupe de France. On savait évidemment que sur la finale, il allait mettre l'équipe type. Mais il y avait Flo Balmont qui était suspendu ou malade, ou je sais plus, il ne pouvait pas jouer cette finale. Et donc, milieu à 3, pour moi, il n'y a que moi qui peut jouer dans ce rôle-là. Il n'y a que moi. Ouais. Et Rudy, il me connaissait, il avait toujours l'habitude de venir quand je ne jouais pas, il venait me parler. Après la collation, il venait toujours me parler, il venait toujours dire un mot. Bon, Ludo, tu commences pas aujourd'hui, mais machin. Enfin, toujours le respect de venir me dire un mot, il savait que c'était important pour moi. Et ce jour-là, il vient pas. Donc, je suis sûr de jouer. J'appelle tout le monde est au stade, les places, les trucs et machin. Et quand il met la feuille et que je vois pas mon blaze, et là, la moutarde, elle m'est montée. Il met qui en relayeur du coup? Il met Idrissa Gueye. Mais Ah, jeune Idrissa, à l'époque, un jeune gay à l'époque avec Cabaye. il avait même pas fait 2 matchs avec nous. Et il le met finale de Coupe de France comme ça, d'entrée. Et là, c'était trop pour moi. Je me suis levé, je me suis barré. Je me suis barré de la causerie. Et donc, j'avais appelé un taxi pour partir et tout. Et Pierre-Alain Frot et Flo Balmont sont venus me récupérer. Tu vois, toujours l'avantage d'être bien avec les anciens, tu vois, c'est aussi ça. Hein, c'est d'avoir des mecs sur qui tu peux aussi compter, qui sont venus me rechercher en me passant un savon, mais monumental, en me disant, mais mon gars, tu vivras peut-être plus jamais ça dans ta vie. Tu n'as pas le droit de nous abandonner comme ça. Ce que tu fais, c'est un scandale. Et en fait, j'ai été bercé tout le match par une espèce de rancœur, de trucs, d'être revanchard, de pas avoir été choisi. Donc, je me suis monté le bourrichon parce qu'il m'a envoyé m'échauffer à la 45e minute. Donc, j'ai fait quasiment 35 minutes sur le côté à m'échauffer. Bah, bah, bah. Si tu regardes le match, à un moment donné, tu regardes les lignes de touche et tu vois un espèce de malade qui fait des sprints. Mon gars, je faisais des sprints. J'étais prêt. J'étais prêt. Au moment où j'allais rentrer, j'ai dit, toi, tu vas voir. Tu vas voir. Et je suis rentré derrière avec il allait se passer un truc. Et en fait, ce ballon, il est rempli des énergies d'une journée où, tu vois, il s'est passé plein de trucs, quoi. Donc, et puis Greg Coupé, il s'est pas organisé, tu vois, il l'a dit, Gravelaine, il s'est pas bien organisé. Il s'est pas bien organisé. Et oui, Greg, elle passe pas au-dessus, Greg, elle retombe. Elle retombe. Mais du coup, c'est comment alors? C'est quoi? C'est coaching gagnant de Garcia ou c'est la. Ben, on peut le voir comme Vraiment ça. la. Oui, c'est l'histoire de aujourd'hui, ou c'est l'histoire de ta vie, ou c'est l'histoire de ta C'est vie. ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est Ludo Bragnac in a nutshell. C'est l'histoire de ta vie. besoin d'être piqué constamment. Besoin d'être piqué. Et tu C'est-à-dire, putain. des fois, d'être trop tranquille, trop facile, et besoin d'être piqué comme ça pour aller rechercher des limites, pour aller rechercher des trucs. J'avais besoin de ça. C'est pour ça que je te dis, la confrontation, le rapport à l'entraîneur aussi, tu sais, comme un peu le côté paternel, j'avais besoin de cette relation-là. Donc, quand je l'avais pas, j'avais plus de mal, donc je la recherchais, ou alors c'était complètement rompu, quoi. Tu vois, c'était quand j'avais pas ce rapport avec l'entraîneur, ce lien, c'était compliqué pour moi. J'avais besoin de ce côté affectif. Et au final, ce qui allait être une des plus grosses déceptions, est-ce que c'est
ton plus beau moment individuel? Tu sais, si tu dois isoler un moment individuel de ta carrière, est-ce que c'est ce moment-là? Ouais, parce que j'ai pas succombé à la tentation de tout envoyer en l'air. Et Et donc j'en du avais, coup, est-ce que et j'en tu avais, savais que tu allais tirer direct? j'ai pas entendu Tu ta savais que tu phrase. allais tirer direct? En fait, moi j'avais une manière de tirer. Il me semble que je sais pas si on en avait parlé par rapport à ça, mais pour moi, tous les coups de pied arrêtés, je visais tout le temps le deuxième Deuxième poteau. poteau, ouais. Deuxième poteau. Moi, quand je prenais le ballon, je me tirais une courbe jusqu'au deuxième poteau. Je savais qu'avec mon pied gauche, j'allais légèrement la brosser, donc je prenais un angle de aller 20-25 degrés par rapport à la courbe que je m'étais tracée. Et en fait, les autres prenaient beaucoup plus de largeur et ils venaient couper la trajectoire. Donc, soit elle était un peu basse et ils pouvaient couper, soit le ballon pouvait rebondir et tu sais que le gardien, il fait toujours ce pas-là et le ballon rebondit. Et d'ailleurs, j'ai mis exactement le même en finale de Coupe d'Israël, mais sauf que le ballon, il a rebondi. Et là, en fait, elle est un peu forte. Je la mets un peu forte. Mais c'était l'objectif, c'était de viser ce truc-là, quoi. Donc, j'ai mis exactement le même c'est pour ça, si les gens demandent, non, c'était une manière de tirer, c'est pas un coup de chance. Ouais, Si la puissance, coup d'œil, pied gauche. là, ouais, il y avait La un vie peu de Ludo. il y avait un peu de ça, mais j'en ai mis plusieurs comme ça. Tu vois, donc c'était une manière de tirer pour moi, c'était une manière de trouver un repère. Et en fait, mon repère, c'était point de pénalty, deuxième poteau. Je traçais une courbe et après, j'essayais de gagner parce que je savais que j'allais la brosser très forte. J'essayais de gagner un angle de 15-20 degrés. Et puis après, veut dire combien de fois elle est passée au premier, Tullio il l'a mise, Adil il l'a mise. Enfin voilà. Après, c'est difficile hein, sur une distance de 40, 50, allez, parce que j'étais un peu excentré, mais sur 30-35 mètres, de trouver la bonne précision, la bonne force, la bonne puissance. C'est pas simple d'avoir une régularité là-dedans. Donc oui, là, elle est partie un peu forte, mais elle est gonflée par l'énergie de la journée, l'énervement, la colère, le côté revanchard. C'est pour ça elle part si fort, quoi. Et Bon, il y tu a, peux il y a un dire, peu de talent aussi. Hein. il y a un peu de talent, bien sûr. Il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de talent. Il ne faut pas lui dire. Faut pas Un lui dire, chouïa. t'es fax, il faut pas lui dire. Mais Ludo, Grave. Il a dit comme ça, mais il pense comme ça. Ah ouais. mais aujourd'hui, est-ce que quand tu regardes, ça, on fait rétrospectivement, je pense que tu en as déjà beaucoup parlé, mais nous, on aime bien aussi rentrer dans tout ça. Est-ce que tu penses avoir toujours eu besoin d'être limite d'être à la limite? Parce que là, tu dis, t'es pas parti, mais c'est là où tu vois, on a toujours besoin des autres. Parce que si les autres ils sont pas là, les anciens sont pas là, peut-être que tu pars parce que tu es dans tes émotions et quand on est dans nos émotions, tu as eu le temps de revenir sur toi-même, à toi-même. Est-ce que vraiment Ludo performant, c'est Ludo, comme tu as dit, tu vas chercher, il faut les piquer, mais toi-même, tu as eu l'impression d'être toujours limite avec tes borderline à chaque fois. C'est limite. Mais c'est, Tu vois, mais c'est Ludo bien dans ses pompes, en fait. Partout où j'ai performé, c'est parce que j'étais avec un groupe dans lequel je me sentais en sécurité, dans lequel je me sentais aimé, dans lequel je me sentais important. Voilà, j'ai toujours eu le besoin de me sentir important. Là où où j'ai pas pu prendre cette place-là, ça a été plus difficile pour moi. Parce que j'avais pas le caractère pour être quelqu'un de lambda. Donc, j'ai toujours cherché à être le leader, j'ai toujours cherché à celui qui pousse les autres, qui veut toujours mieux pour tout le monde, qui essaye de créer du lien. Et oui, ça m'a valu des inimitiés, j'en ai conscience. Mais j'ai toujours œuvré pour que ça fonctionne bien. Peut-être parfois trop, mais j'avais besoin d'être dans mon cocon, j'avais besoin d'être dans mon univers. Et si j'avais pas cet univers-là, c'est vrai que c'était plus difficile pour moi. Et tu sais que tu allais toujours finir dans les médias. Tu savais ça. Parce que vu comment tu étais bien avec les mecs de l'équipe, quand on jouait à Metz, là, ma parole, tu étais trop bien. Et les deux, il avait des bêtes de notes. Des fois, il était éclaté, il avait des bêtes de notes. Je comprends. Les gens, ils voulaient le tuer, frère. Les gens, ils voulaient le tuer. Il était trop J'étais un bon, journaliste. j'étais un bon client, mais j'ai jamais donné une info à un journaliste. Mais Jamais. j'ai pas dit ça. J'ai simplement Et dit. t'en reçois maintenant, en tant que journaliste, t'en reçois maintenant des infos? Je les demande pas, en fait. Je les demande pas. Et je m'occupe très peu de ce que font les autres parce que j'ai pas envie d'être influencé. En fait, quand tu commences à regarder ce que font les autres, quand tu écoutes les émissions et tout, j'aime bien, hein, mais ça embrouille ma vision et mon analyse. Donc, Ouais, c'est plus authentique, quoi. voilà, je me coupe
beaucoup de ce qui se fait en extérieur pour garder ma vision à moi. Parce que des fois, je sais pas, tu peux entendre du gars, tu peux entendre machin, tu peux entendre Habib Bey, tu peux vite être influencé par ce que tu entends, parce que ces mecs-là, ils comprennent quand même bien le jeu, mais je veux avoir ma propre analyse. Je veux avoir tu vois, sur le match de Paris-Dortmund hier, j'ai regardé vite fait l'équipe du soir, les collègues en replay tout à l'heure. Je suis Regardez. pas totalement d'accord, tu vois, sur l'analyse du match. Et même avec Joe Mikou, tu vois. Ouais, mais tu sais que quand vous êtes ensemble, c'est là où c'est intéressant parce que vous sentez le football tous les deux et c'est là où vraiment je te tire mon chapeau parce que j'analyse beaucoup. Je vous écoute parler, j'écoute les gens parler, j'écoute les types d'analyses faites. Il y a des types d'analyses aujourd'hui qui sont pour moi, selon moi, très standardisés, tu vois, c'est très standardisé. Juste standardisé, on parle pour parler et c'est pas, pour moi, c'est pas que je sois d'accord ou pas d'accord, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Aujourd'hui, quand tu parles, quand tu prends tes petits cartons jaunes des fois, tout, tu vas en prison dans l'équipe 21, etc., par Mémé, un Mémé, il t'envoie là-bas en prison. Avec Jomiku, je pense que là où tu es bon, c'est t'as pas peur vraiment d'expliquer. T'as pas peur du conflit. J'ai entendu certains conflits que tu as avec des gens, mais tu vois, tu gardes une certaine position et c'est pour ça que je te parle de ton personnage créé aujourd'hui. Ludo qui a besoin d'être aimé aujourd'hui, partout où tu es bon, c'est là où il y a du conflit. Limite, c'est là où il y a du un peu des. Il y a pas des inimitiés, mais il y a. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y Je a me du. Comment je vais dire ça? Je m'accomplis là-dedans, Seb. Hein? Je m'accomplis un peu là-dedans. Je m'accomplis un peu là-dedans. Exact. Mais je me rends compte aussi, bon, j'ai dit deux, trois trucs sur Deschamps. Je peux te dire qu'en contrepartie, j'ai mangé des gravats et des cailloux pendant quelques mois. T'es prêt à payer? J'ai mangé des gravats, mon. Ah ouais, soupe aux cailloux, mon gars. Quand j'étais entraîneur au Touquet, mon gars, et il m'a renvoyé l'ascenseur comme il fallait. Ah ouais, à ce point-là. Ah, Ah, mais après, Ah, à ce point-là, ok. toi, tu t'es embrouillé avec Bertrand Latour. j'ai pas coaché une seule fois mon équipe sur le banc. J'ai coaché toute l'année en tribune. Ils t'ont suspendu? Ils m'ont pas suspendu, mais ils m'ont empêché par, tu sais, la règle il faut un an d'ancienneté pour être numéro 1, machin. Mais en fait, tu changes juste sur la feuille de match le numéro 2 et le numéro 1, Oui. et personne t'embête jamais. Et moi, j'ai été souvent. D'accord, donc ils ont été tatillons avec toi en fait. Ok, ok. Donc, j'avais pas le droit de parler, j'avais pas le droit de me lever, et puis on a pris des amendes, et puis on a pris plein de trucs. Donc, au final, au final, j'ai coaché toute l'année en tribune, quasiment. Ouais, ils ont mis la loupe sur toi en fait. Ils ont été tatillons, vraiment tatillons. Diligenté. Wow. Mais voilà, après, je dis ce que je pense et je pense pas avoir dit quelque chose de complètement fou. Et si il avait pris le temps de m'appeler, on en aurait discuté, je me serais expliqué. Mais voilà. Mais c'est comme ça, hein, mais je dirais toujours ce que je pense. Voilà. Bien Peu sûr. importe, je dirais toujours ce que je pense. C'est ma marque de fabrique et je peux me regarder dans le miroir le matin quand je me lève et je sais que je fais pas de compromis avec personne. Voilà. Et donc du coup, comme on le comprend, coacher, c'est vraiment ton prochain objectif, hein. Non, je sais pas, Ricky, j'en sais rien. Je pense que je suis pas prêt. Je pense que je suis pas encore un bon numéro 1. Je suis loin d'être un bon numéro 1. Je pense que j'ai besoin de passer par une étape d'adjoint derrière quelqu'un qui va vraiment un ancien pendant quelques mois, quelques années d'ailleurs. Et puis moi, je me vois plus dans un rôle de directeur sportif. Je me vois plus Ouais. dans un rôle d'homme de l'ombre, mais qui fédère en coulisses. Voilà, je me vois plutôt faire ça, de faire des liens entre un propriétaire ou un président, l'académie, l'entraîneur. Enfin, tu vois, tu vois, mettre de l'osmose là-dedans. Je vois trop de clubs où les gens s'aiment pas, se parlent pas, ou tu vois, et ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne comme ça. Donc, Donc c'est souvent les mêmes constats qu'on fait en tant qu'ancien joueur. On a un peu ce recul et cette expérience-là, ce vécu, Mm. pour directement analyser, identifier ce qui ne va pas dans un club. Vu tous les clubs qu'on a fait, les expériences qu'on a vécues, tout ça, donc forcément, ça t'amène aussi une expérience et un vécu, et tu arrives vite à identifier les défauts d'un club. Donc, c'est super intéressant, en tout cas. Et je vous pose une les copains, dernière question. il me reste 2 minutes, il faut que j'aille chercher les enfants. Vas-y. Moi aussi, On va tous se faire. Dernière question, vas-y, Babas. Allez. j'ai grave des messages. Non, mais dans tous les cas, petit mot, dernière question en rapide. L'expérience polonaise, ça te fait quoi?
C'est quoi? Ça révèle quoi pour toi, chez toi? Une grande blessure. Grande blessure, une grande cicatrice parce que je pense que des 2 côtés, l'histoire aurait pu être plus belle. Je pense que j'ai ma part de responsabilité, certaines personnes aussi l'ont, mais j'aurais dû faire plus. J'aurais dû plus m'ouvrir, j'aurais pas dû me fermer, j'aurais pas dû me braquer. J'aurais dû plus vivre l'expérience et essayer de mieux m'intégrer, mais ça a été dur. Ça a été loin d'être simple. Mais si c'était à refaire, je ne referais pas pareil. Voilà. Tu ferais pas pareil pour une fois. Bah, c'est franchement, Ludo, bien. Voilà, qu'est-ce qu'on te souhaite, Ludo, pour ta vie, pour tes prochaines semaines, pour tes prochaines années? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Franchement, j'ai tout ce dont on peut rêver. J'ai une famille aimante et des enfants formidables et une femme formidable et je suis en bonne santé. Et eux aussi. Donc, partir de là, on peut dire que c'est du vent et tout, mais quand on voit le contexte actuel, et on peut se dire que la santé, c'est ce qu'on a de plus cher sur cette terre. Donc tout va bien à ce niveau-là. Et après, le reste, c'est de la littérature. On dit. Voilà. Mais t'es un poète, toi, dis donc. Amen to that. Amen to that. Un poète avec moins de 10 kilos, c'est bien, Ludo. T'inquiète, je reviens en forme là. Paddle tous les jours, je reviens en grande forme. Ah, bah, voilà. Attention. On t'a piqué. Sinon, ils t'ont piqué, ça y est. Tu sais, Le il y a une ou deux fois, ma femme m'a dit bon, j'aimais bien le côté rugbyman, mais là, elle m'a dit là, t'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Ah, tu l'as bien choisi. Tu l'as bien choisi. Ça m'a piqué, je suis reparti au combat. C'est tout ce dont on a besoin. Ricardo Fati, Friandi, ça dit quoi ce week-end? Ce week-end, dernier match de la. Ciao les copains. Vas-y, Ludo. Merci. Allez, Merci, Ludo. Grand merci. À bientôt. À bientôt. Bah, très bien, on peut faire la conclusion au calme. On peut faire la conclusion au calme, vas-y. En plus, il a laissé sa caméra allumée, lui. Le Il est L. fou, Ludo. Le L jusqu'au bout. Non, conclusion pour terminer, moi, dernier match de l'année avec Versailles. Donc voilà, puis après, c'est la petite trêve bien méritée pour tout le monde. Je pense que les vacances, ça va nous faire du bien. Bah, je voulais en profiter pour le remercier Ludo, mais bon, s'il écoute l'épisode quand il sortira, je le remercie parce que c'est pas un des rares, mais il fait parmi de ceux qui m'ont beaucoup aidé hein, quand j'ai commencé dans ce milieu des médias à Amazon. Je suis parti le voir 2-3 fois en studio, il m'a mis confortable, il m'a mis en mode, il sous son aile un peu, il m'a un peu expliqué un peu les rouages des médias. Donc voilà, j'en profite pour le remercier pour tout ça. On n'a pas trop parlé, on a beaucoup discuté avec lui sur l'aspect football, mais pas trop l'aspect média. Mais voilà, un petit message pour le remercier pour tout ce qu'il a accompli pour moi sur Amazon. Et TL? Et TL, non, nous, c'est la continuité, hein, off-season, tu vois. Donc, voilà, on se concentre sur bien finir l'année en famille, bien la commencer, se préparer pour l'année prochaine. Hein. On continue, on s'entraîne. Mais ouais, franchement, ça fait plaisir de voir Ludo parce qu'en le voyant, tu vois, ça me rappelle. Tu sais, tu te rappelles le genre de coéquipier que c'était, ça a amené un sourire. Lui, c'est une période qu'il n'a pas kiffé. Mais franchement, tu sais, un peu à ta manière, Ricky, moi, c'est pas qu'il m'a aidé, c'est qu'en fait, il m'a permis de comprendre comment le football, vers quoi un vestiaire allait tendre, mais me rappeler certaines valeurs, tu sais, les plus anciens, le côté je rigole, le côté. Et c'est vrai que bah, lui, ça a été détrimental pour lui, mais moi, ça m'a énormément aidé. Et je pense que, tu vois, ça a été un espèce de pont entre les deux générations. Lui, c'est le mec qui n'a pas réussi à s'adapter ou qui avait plus envie par le foot de s'adapter. Et moi, ça m'a permis de dire, OK, moi, je peux encore appartenir à cette génération, mais comprendre la nouvelle. Et ce qui fait que peut-être maintenant, bah, j'ai 5-6 ans encore depuis, tu vois, parce que j'ai pu m'adapter. Mais c'est ouais, Ludo, il donne, tu vois. Il donne, t'aimes ou t'aimes pas. Il s'excuse quand il merde, mais il donne. Et c'est un côté où, voilà, t'aimes pas, mais. C'est les mecs entiers, c'est les mecs entiers qu'on aime Exactement. avoir dans son entourage, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est ça qu'il faut retenir de Ludo pour tous ceux qui nous écoutent. Je ne vous demande pas de copier, parce qu'il faut être authentique, il faut être soi-même. Mais à un moment donné, on peut s'inspirer. On peut s'inspirer. Et avec quelqu'un comme Ludo, c'est la joie à la bonne humeur. Et ce que je retiens, c'est ça, c'est cette introspection, c'est dire que voilà, je sais m'excuser quand j'ai mal fait, mais tout ce que je fais, je le fais à fond. Tu vois, je le fais à fond.
Et j'ai vraiment aimé parce que ça m'a ramené à vraiment très, très loin, à m'a vraiment très, très loin. Et merci Dolu, si tu écoutes, bah, tu vas écouter, tu auras intérêt de toute façon d'écouter la fin parce on peut mal parler de toi là si on a envie, mais c'est pas ce qu'on va faire quand même. Tu vois, on tire notre chapeau à monsieur Aubragnac. Donc après, du côté de London, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Non. Ce week-end, il y a du foot, comme d'habitude, BBC, on travaille. Et comme je vous ai dit en début d'enregistrement, voilà, on a des gros projets. J'aime pas le mot petit. On a des projets. J'aime pas quand on minimise tout. C'est toujours petit. Il faut voir grand dans la vie parce qu'on mérite. Et puis voilà, donc les frères, et non, mais encore une fois, Q, félicitations pour ton nouveau contrat. D'accord? Félicitations pour ton nouveau contrat Ouais. parce que voilà, quoi, la longévité, ça se souligne, ça se fête. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a tous. Si on pouvait, je sais pas, en étant honnête, si je pouvais jouer encore aujourd'hui ce que je le voudrais, je pense que je serais plus apte mentalement. J'arrivais vers la fin. J'arrivais vraiment psychologiquement. Ouais, tu vois, comme Ludo il a dit, tu avais une envie de fin de carrière différente. Mais aujourd'hui, franchement, big respect à tous ceux qui jouent et qui jouent encore avec le sourire comme tu as le sourire, qui jouent encore avec la mentalité que tu mets dans tout ça parce que voilà, ça fait longtemps quand même, tu vois? Et tu comme on dit, c'est monté, monté, tu es descendu, tu es passé à gauche, c'est passé à donc tu étais encore là, tu signes un nouveau contrat et ça montre quoi? Que le travail parce que toi le travail, le résultat, il est acquis de la bonne manière, c'est toujours mieux, d'accord? Avec la mentalité que tu as et comme Ludo, ça peut être un exemple, tu es un exemple pour tous nos petits qui jouent au foot ou nos actuels joueurs de foot, que ce soit un joueur de foot ou n'importe quel corps de métier. Voilà, soyez authentique, soyez vous-même et voilà, ayez une certaine introspection et ça, c'est le genre de paroles que monsieur Raviot il nous aurait dit, tu vois? Quand on avait faire des pompes, des fois, tu mettais des baskets par cas. Monsieur Fati, avant d'aller tourner, monsieur Westberg, je vais vous expliquer deux trois trucs, d'accord? Vous savez que dans la vie, il faut être humble, il faut faire ceci. C'est le genre de paroles qu'il nous aurait donné. Dédicace à Louis et on est ensemble, basket par cas. Allez hop, vous tournez, à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour et Q. One love! Ciao.